sur la manière de fêter Noël en Martinique. Noël en temps, ce sont 4 portraits de personnalités différentes qui nous expliquent leurs souvenirs de fête de Noël. Et puis la tradition culinaire oblige, la recette du jambon de Noël, et nous irons même jusqu'à la fabrication de ce fameux jambon de Noël. La préparation, c'est beaucoup de choses tout autour, c'est la fête, ce sont les amis, c'est la famille. Nous verrons cela dans différentes communes. Mais pour l'instant, je vous propose une visite guidée du musée du Rhum, puisque ce sera Monsieur Fayad qui nous racontera son histoire. Regardons tout de suite cette histoire du musée du Rhum. Au départ, il existe 2 entreprises. L'une qui fabrique du rhum et qui se trouve à Saint-Pierre, la société Saint-James, et une autre qui fabrique du sucre et qui se trouve à Sainte-Marie et qui est ce qu'on appelle l'usine de Sainte-Marie sur la route de l'Union. Alors, la société Saint-James, au départ, fabriquait du rhum. C'était l'une des premières, des plus connues, qui a d'ailleurs exporté beaucoup de rhum en métropole et en Europe. Et bien sûr, en 1902, il y a eu l'éruption de la montagne Pelée et qui a pratiquement détruit l'usine. Ce qui s'est fait, c'est qu'on a reconstruit l'usine, c'est vrai, juste après, mais on l'a surtout démultipliée. C'est-à-dire qu'on a retrouvé une usine Saint-James à Font-Bourlé, près de Casse-Pilote. On a retrouvé une usine Saint-James à Acajou, là où se trouve la galerie aujourd'hui. On a retrouvé une usine Saint-James à Rivière-Blanche, à Saint-Joseph. Et bien sûr, l'usine de Saint-Pierre a été reconstruite. Alors bien sûr, ce rhum-là a pris une ampleur qui a complètement dépassé nos espérances. Et finalement, comme c'était très difficile à gérer 4 usines à la fois produisant le même rhum, on a tout centralisé. Et en 1975, on a racheté la sucrerie de Sainte-Marie, qui fabriquait du sucre à l'époque, l'usine de Sainte-Marie, et on en a fait une distillerie qui aujourd'hui est devenue la seule distillerie Saint-James de la Martinique. Alors bien sûr, cette sucrerie-là appartenait à la famille Despointes. Ça fabriquait le sucre de Sainte-Marie, qui s'appelait tout simplement comme ça. Et effectivement, tout autour, il y avait des champs de canne, aussi bien les champs de canne de l'Union, de Petites Cocottes, de Nouvelles Cités, etc., qui fournissaient à cette usine-là de quoi fabriquer son sucre. Et donc c'est en 1975 que le groupe Cointreau a racheté l'habitation et a fabriqué et a construit, si vous voulez, une distillerie complètement homogène, complètement centralisée, qui va depuis la plantation de la canne à sucre jusqu'à la mise en bouteille. Alors bien sûr, on s'est dit, être un lieu de production, c'est très bien, mais encore, il faut le faire savoir, et en plus, on n'a rien à cacher parce que la filière canne fait partie de notre patrimoine, de notre culture. Je dirais même que c'est la fondation même de la société antillaise. Tout le monde, et personne ne me dira le contraire, s'il n'y avait pas la filière canne, la Martinique n'aurait pas eu la même configuration qu'elle a aujourd'hui. Donc finalement, nous avons repris tout simplement l'ancienne habitation du propriétaire de l'époque, qui on peut le nommer, s'appelait M. Raymond Despointes, et nous l'avons transformé en musée du rhum. Parce que c'est vrai que, et en plus j'insiste sur le fait que nous avons été le premier à le faire. Alors le petit train que nous voyons là, qui est d'ailleurs marqué Trinité, c'était tout simplement le petit train qui allait chercher la canne dans les champs environnants et qui ramenait cette canne-là à la sucrerie ou à la distillerie centrale. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, les moyens de transport, c'était tout simplement les bœufs et les cabourets. Et donc finalement, pour sortir ne serait-ce que 10 ou 20 km, on prenait une journée ou même 2 journées. Donc on a été obligé pratiquement d'installer tout un réseau ferré en Martinique qui fait qu'il fallait bien pouvoir transporter la canne du champ jusqu'à l'usine. Et il faut dire que les terrains en général sont très accidentés et donc ces trains-là ont existé pratiquement jusqu'en 1960 et c'est pratiquement les tracteurs qui sont venus les remplacer.
Alors effectivement, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des grandes usines fabriquaient du sucre. Et ceux qui n'avaient pas les moyens de transport pour amener leur canne à la sucrerie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils faisaient directement du rhum avec la canne qu'ils avaient, avec bien sûr des petits alambics, et c'est là effectivement qu'est né le rhum agricole. Parce qu'il y a une chose très importante que beaucoup de gens ignorent, c'est que le rhum industriel est antérieur au rhum agricole. Le rhum agricole n'existe que pratiquement depuis la fin du siècle dernier. Et ça, c'est très important. C'est devenu effectivement une valeur de notre patrimoine, c'est devenu notre emblème un petit peu, c'est devenu notre appellation d'origine, mais toutes les sucreries, y compris celles-là qui à l'époque faisaient du sucre de Sainte-Marie, faisaient aussi du rhum avec de la mélasse, qu'on appelait du tafia, du coco merlot ou ce qu'on veut, et qui était du rhum industriel que nous exportions. Alors c'est le manque de moyens de transport qui a fait qu'un certain nombre de petits colons, quand on dit de colons ici, on parle simplement de ceux qui plantent la canne, se sont dit, nous n'avons pas les moyens de transporter notre canne jusqu'à la sucrerie, donc finalement, au lieu de la perdre, nous allons faire directement du rhum, parce que nous ne pouvons pas faire du sucre dans des petites unités, nous allons faire directement du rhum à partir du vesou, et c'est là qu'est né, effectivement, les bouilleurs de couilles, je veux dire par là, c'est là qu'est né le rhum agricole de la Martinique. Donc, il faut pratiquement dater ce rhum-là de 1860-1870, grosso modo. Donc, finalement, en Europe, quand est née la révolution industrielle, je veux parler de la première révolution industrielle, celle de la vapeur, et qui fonctionnait à partir du charbon, on a constaté que la peau de canne séchée, ce qu'on appelle de la bagasse, finalement, aurait très bien pu être utilisée comme un combustible. Alors finalement, nous avons décidé donc de fonctionner au niveau du sucre et au niveau du rhum avec une machine à vapeur du 19e siècle qui ne serait alimentée que par la peau de la canne séchée, ce qu'on appelle de la bagasse, et qui fait que finalement, la matière première serait aussi un combustible. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui encore, on fonctionne avec la même machine à vapeur du 19e siècle, et c'est ça qui fait que grâce au fait que la matière première est à la fois un combustible, on a un produit haut de gamme, pur jus de canne à sucre, appellation d'origine aujourd'hui, qui est l'équivalent des grands cognacs ou des grands armagnacs, mais qui est tout simplement 10 ou 15 fois moins cher. Et bien la raison, c'est tout simplement parce que la machine à vapeur du 19e siècle, on l'a largement amortie, et ça vous comprenez pourquoi. Et deuxièmement, c'est pratiquement l'une des curiosités d'ailleurs qui fait l'intérêt de l'usine, c'est que premièrement, on fait un voyage à travers le temps non reconstitué par le fait même que c'est une machine qu'on ne retrouve pratiquement plus dans le monde, et que deuxièmement, pour la première fois effectivement, une matière première est un combustible à la fois. Monsieur Fayad Michel, bonsoir. Bonsoir. Merci de recevoir Viré Gadet dans ce magnifique lieu qu'est le musée du rhum, mais qui n'est pas seulement la maison où se trouve l'histoire du rhum agricole. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait le musée du rhum c'est simplement une vitrine de l'ensemble de la distillerie, une distillerie complète. Et là où nous nous trouvons en ce moment, c'est l'une des dernières étapes, ce sont les chais en fait, des foudres de chêne d'une contenance de 35 000 litres à peu près, où est stocké et vieilli le rhum vieux. D'accord ? Nous venons de voir donc l'histoire de ce musée. En fait, qu'est-ce qui a été le plus marquant? Je crois que ce qui nous a le plus touché surtout, c'est de voir que le musée du rhum et la distillerie Saint-James a été bien accepté par la population. C'est-à-dire au départ, c'est vrai que nous voulions mélanger le touristique et le culturel. Et nous avons vu un tel engouement de la population pour sa distillerie, pour son rhum et pour son musée, que finalement, je crois que c'est notre meilleure victoire qui a été celle-là. Monsieur Fayad, quelle est la particularité du musée du rhum en 1995? Alors, la particularité, c'est d'être complètement centralisé. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons 250 hectares de cannes plantées qui nous appartiennent. En entrant, nous avons effectivement la balance, donc le pesage, le broyage, le lavage,
la fermentation, la distillation, la mise en foudre, la mise en fût, la mise en bouteille et enfin la mise en bouche au musée. En plus, nous avons essayé d'étendre, nous avons un très beau parc de verdure où il y a tout un tas d'anciens moulins qui retracent un petit peu l'historique de la fabrication, comme je le disais, à travers le temps. Nous avons ajouté effectivement ce musée qui, je vous disais, est la vitrine de tout ce que nous avons eu comme instrument qui a servi à la fabrication de rhum ou du sucre. Nous avons aussi un restaurant qui s'appelle le restaurant Saint-James, qui est un restaurant gastronomique s'il en est, puisqu'il a obtenu un prix encore cette année. Et puis aussi, nous avons monté l'espace France Antilles Magazine, en collaboration bien sûr avec France Antilles. Et ça, c'est une salle d'exposition qui veut être, si vous voulez, toute l'expression artistique du Nord Atlantique. En somme, vous faites vivre le patrimoine de la Martinique par l'histoire du rhum agricole. Par sa spécificité, tout simplement. Parce qu'il faut dire que le rhum agricole, c'est une spécificité de la Martinique. Je crois qu'à part la Guadeloupe, il n'y a pas d'île voisine, je veux dire dans la Caraïbe, qui produisent du rhum agricole. En fait, on fait d'abord du sucre avec la canne et ensuite du rhum industriel. Nous, à la Martinique, nous avons un produit qui nous appartient, nous avons un savoir-faire qui nous appartient, et je crois qu'à ce niveau-là, effectivement, il faut le valoriser et il faut le mettre en avant. En fait, je veux dire par là que le rhum agricole, pour nous, c'est un peu le parfum pour la France, c'est un peu, bon, je veux dire, l'horlogerie pour la Suisse, et j'en passe. Pour les visiteurs, le musée ne représente pas seulement l'achat du rhum. Non, l'achat du rhum déjà n'est pas obligatoire. Nous avons mis, c'est vrai, une petite boutique où on peut acheter du rhum si on le veut, simplement pour ne pas faire payer l'entrée d'un site comme celui-là. Parce que c'est vrai que dans ce site-là, on peut voir d'un seul coup toute la production rhumière de la Martinique, comme je vous le disais, depuis les champs de canne jusqu'à la mise en bouteille. On peut déguster gratuitement. Il y a des explications qui sont faites par des professionnels, des guides bilingues ou trilingues. Et disons qu'à la fin, éventuellement, si on veut ramener un souvenir de son passage au musée du rhum, effectivement, on peut très bien faire l'acquisition d'une bouteille de rhum à un prix tout à fait raisonnable. Alors, l'avenir, c'est quoi pour vous? Alors, l'avenir pour nous, c'est d'essayer, dans un premier temps, d'obtenir, et ça, je parle au nom un petit peu de tous les rhums de la Martinique, le rêve, ce n'est même pas l'avenir, c'est d'avoir l'appellation d'origine contrôlée, sur lequel nous travaillons depuis pratiquement une quinzaine d'années aujourd'hui. Et pour nous, à Saint-James, l'avenir, c'est de pouvoir encore étendre ce complexe touristique et culturel jusqu'à en faire un véritable village. Monsieur Fayad, que représente Noël pour vous? Et est-ce que vous connaissez l'origine de la crèche? Alors, Noël, pour moi, représente d'abord le schrob, puisqu'on est justement en matière d'alcool. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi le musée du rhum. Exactement. C'est aussi le cochon, c'est aussi donc le boudin, ce sont les acras, ce sont le pois d'Angole, etc. Bon, maintenant, la crèche, bon, pour moi, c'est la représentation de la nativité, tout simplement. Mais à savoir l'origine même, je vous dis très honnêtement, je ne crois pas qu'elle vienne de la Martinique déjà, et peut-être ça, je ne pourrais pas en dire davantage. Eh bien, regardons ensemble ce reportage qui nous l'explique. Quels sont nos souvenirs? Et c'est le cas pour Adeline de Rénal ainsi que Marie Chomereau-Lamotte qui nous racontent comment, en temps se faisait la préparation de la crèche avec la Vierge Marie. L'histoire du rhum agricole. Ce cabouet qui est juste derrière moi, c'est un chariot qui servait à transporter les cannes, un chariot à bœuf. Avant de se détendre en musique, je vous propose un portrait, celui de Stéphane Laviolette et de ses amis qui sont à la campagne, plus exactement dans la région du Vauclin, et qui nous parlent de la différence entre le Noël d'antan et le Noël d'aujourd'hui. Regardez. Il date du siècle dernier. En fait, c'est un alambic qui servait plus exactement au cœur de chauffe. Mais maintenant, nous allons du côté de Petitbourg, à la rencontre d'une grande personnalité de la Martinique, qui est Joseph Zobel, et qui nous raconte Noël d'antan. C'était quoi pour lui? C'était l'émerveillement des enfants, la joie de ceux-ci devant des petits riens, des jouets en bois, puisque c'est ce que l'on offrait dans le temps. Regardez. C'est un cocktail que l'on met en place, c'est un repas
avec le boudin, les pâtés, les crudités en entrée si l'on souhaite manger léger. Mais c'est aussi un mets principal qui est le jambon de Noël. Tradition oblige. Comment se prépare le jambon de Noël? C'est ce que je vous propose de regarder avec Sylvie Ordon. Quant à Linda, elle nous donne la recette du jambon de Noël. De voir sur certaines tables d'autres mets tels que le foie gras. Madame de Meillac élève des oies pour justement cette fabrication. C'est ce que je vous propose de voir car cela demande un certain savoir-faire, le foie gras. Et en même temps, je vous souhaite un bon appétit. Parlons boisson, puisque c'est aussi important dans un repas, et notamment pour les fêtes de Noël, puisque le schrob est l'élément essentiel. Mais qu'est-ce que le schrob? Ce sont des écorces de mandarine et d'orange que l'on a laissé sécher et ensuite on les laisse macérer dans du rhum pendant une année au moins pour qu'il soit de qualité ce schrob. Alors je vous propose maintenant avec une association Cordon Madras et Gérald Pruffer de voir comment se prépare ce schrob en famille. Chaque fois qu'il y a l'espace France Antilles qui est réservé à l'exposition des artistes, des artisans. En ce moment, jusqu'au 15 janvier, vous avez l'exposition de Coco René Corail, où toutes ses œuvres sur 40 ans ont été rassemblées. Donc je vous invite à venir visiter cette exposition. Mais pour l'instant, rendons-nous directement au prêcheur à la rencontre de Gabrielle Colette qui nous raconte la préparation de Noël dans sa commune. 1996. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël, réveillonnez bien, attention sur les routes après le petit coup de schrob. Merci au Musée du Rhum, à Monsieur Fayad Michel de nous avoir reçus si gentiment. Il faut savoir quand même, avant de vous quitter, que le Musée du Rhum a été récompensé cette année 3 fois, 3 médailles d'or. Donc c'est excellent pour l'avenir du Rhum en Martinique. À très bientôt, joyeuses fêtes à tous. Ont été regroupées au premier étage du musée Saint-James. 50 œuvres qui retracent l'évolution du peintre martiniquais, du Tché dans les années 60, en passant par les enfants de Chalvet de 74 jusqu'au dernier tableau. Tout de suite, visite guidée avec Coco, l'artiste. Plus loin que l'univers, qu'y a-t-il encore? Pour faire le plan d'une maison, il a fallu un architecte. Alors je me dis, ça qui vous blague fait ça? C'est jamais qu'il y a un homme. Je ne suis pas le genre de gars à aller prier Dieu. Mon quartier m'écoute la main. Et puis, je vais aller couper bois pour me faire en sculpture. Je vais me faire pour me faire en sculpture. Mais je me dis qu'il y a un grand homme. Est-ce que réaliser quelque chose, c'est être fier? Moi, je dis, je n'ai aucune fierté à avoir fait quelque chose. Je me dis simplement, chaque fois que je fais quelque chose, je me dis, essaye de dire quelque chose aux autres. C'est tout ce que je cherche. C'est pas, je cherche pas de fierté. Rien à foutre de la fierté. Ce qui importe pour moi, c'est de lancer un message, c'est tout. Et le message essentiel que tu lances à travers tes tableaux, c'est quoi? Aimez-vous les uns les autres. Mais c'est vrai. Je n'aime pas ce mot période. Il n'y a pas de période. Je fais ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire. Il y a beaucoup de bleu là. Bon, oui. Il est certain que on te parle de la période bleue de Picasso, de la période rose, de la période verte, etc. Moi, j'ai pas de période. Tu remarqueras que dans tout ce qui est couleur, c'est essentiellement le bleu qui prédomine. Je ne sais pas pourquoi, j'aime le bleu. Et le premier tableau que j'ai fait justement dans les bleus, c'est lorsque on a assassiné le Tché. Ce tableau-là. Comme chaque matin quand j'écoute la radio, quand j'ai appris qu'on avait mitraillé ces ouvriers agricoles dans un champ d'ananas, j'étais pas derrière de gros arbres pour pouvoir se cacher, dans un champ d'ananas.
ils ont mitraillé et il y a eu 3-4 morts. Là, c'était pas le matin, c'était le soir à minuit. Je me suis levé et j'ai pris une plaque, j'ai pris de la peinture et j'ai pensé qu'il y avait sûrement une mère qui se retrouvait veuve, avec ses enfants. Là, ça c'est Chalvet. Adieu les techniques, d'ailleurs. On va me les copier. Pourquoi américaine? Pourquoi américaine? Moi, je veux dire, j'ai pas été influencé par tout le mouvement d'abstraction qu'il y a eu dans les années 40-50. Moi, c'est mon point de vue. Tu te trompes, mon cher fils. Je me suis jamais laissé influencer par qui que ce soit. Mon plus grand regret, c'est d'être né un jour. Ah, bien sûr. C'est mon plus grand regret. Bah, d'essayer de faire mieux chaque jour, c'est tout. Pourquoi pas? D'essayer, je dis pas que je fais. Coucou René Courail, c'est jusqu'au 15 janvier au moins.